Bienvenue dans Arts et Métiers, le podcast qui révèle l'humain derrière chaque métier. Chaque dimanche soir, plongez dans le quotidien et l'histoire de celles et ceux qui font vivre nos métiers, des plus discrets aux plus fascinants. Le théâtre, c'est mentir pour dire la vérité, jouer un personnage qui n'existe pas pour toucher à quelque chose de profondément réel. Benoît est comédien depuis 30 ans. Auteur et interprète de La Machine de Turing, il incarne Alan Turing depuis plus de 1300 représentations. Il parle de ce métier d'artisan, de la technique qu'on apprend, du trac qu'on apprivoise et de ce que ça veut dire de monter sur scène soir après soir en cherchant toujours quelque chose de nouveau. Voici ce que c'est être comédien. Alors, je suis Benoît et je suis comédien, mon Dieu, depuis que j'ai 18-20 ans, donc ça fait une trentaine d'années. Comment êtes-vous devenu comédien ? Parce que j'en ai eu très envie et que j'ai commencé le théâtre dans des cours amateurs à l'époque du collège, puis dans un cours professionnel à l'époque du lycée. Et mon premier contrat vraiment professionnel, je dois avoir, je crois, 19 ans. Je suis d'Agen, dans le Lot-et-Garonne, et il y avait une troupe là-bas qui s'appelait Les Baladins en Agenais, qui était une très très chouette troupe où beaucoup de grands artistes ont débuté, animés par un metteur en scène, chef de troupe extraordinaire qui s'appelait Roger Louret. Et c'est Roger qui m'avait vu dans le spectacle de fin d'année du cours, qui m'a rappelé pour un spectacle. C'est parti comme ça. Et depuis, vous n'avez jamais arrêté ? Jamais. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans le théâtre plutôt que le cinéma ou la télévision ? D'abord, deux choses. La première, c'est le lieu en lui-même. J'adore les théâtres. Je trouve que je m'y sens bien. Il y a une vibration, un mystère, quelque chose qui me plaît, qui m'attire. Ensuite, les grands textes. Je dis pas qu'il n'y a pas de grands textes au cinéma, mais quand même, c'est assez rare d'avoir des textes comme ça littéraires. Donc ça, j'adorais ça. Et puis, je sais pas si c'est peut-être un peu le hasard ou une succession de choix, mais j'ai tout fait pour faire du théâtre et je me suis pas trop bougé pour faire du cinéma et de la télé. La télé, elle est pas mal venue à moi quand j'avais 20 ans, 25 ans, 26 ans. Je fais plein de séries, de sitcoms, de machin, mais mon plan, c'était vraiment le théâtre. J'ai toujours voulu faire du théâtre. Et quand on commence à faire ce métier, qu'est-ce qu'on découvre très vite et qu'on s'imaginait pas ? Bonne question. Peut-être que quand on a une vingtaine d'années, moi j'ai jamais été attiré par les paillettes, la célébrité, tout ça. Je me suis toujours senti très artisan. J'aime toujours aimé les tournées, le fait de m'intéresser aussi au décor, à la lumière. Il y a un côté très très artisan dans le théâtre que j'aime bien. Ce que j'avais peut-être pas tant imaginé, c'est que c'est vraiment un métier, c'est-à-dire que il y a une technique qu'il faut apprendre et qui est pas simple, qui demande du temps. C'est aussi un métier entre guillemets précaire, au sens que moi j'ai pas le droit de me plaindre parce que j'ai toujours travaillé, mais c'est quand même un métier où on joue une pièce et elle s'arrête, il faut en trouver une autre. Et donc ça c'est peut-être la chose à laquelle on s'attend pas forcément. Après moi quand je sentais quand j'ai senti peut-être au milieu de mon parcours qu'il y avait quelque chose qui cessait de progresser ou une évolution de carrière qui commençait à ralentir, je me suis dit que l'écriture serait un levier pour déclencher des choses. Donc pour répondre, je sais pas si je l'avais pas imaginé ou pas anticipé, mais la vérité peut-être qui se cache derrière le métier, c'est que c'est un métier qui demande beaucoup de travail, de constance. Il faut être en forme physique pour monter sur scène tous les soirs. Il faut avoir une certaine solidité nerveuse pour affronter la critique. C'est un métier qui est soumis à la critique. Je parle même pas seulement de celle des journalistes, qui est très importante pour nous, mais celle du public. Il y a une forme de sanction tous les soirs. Les gens aiment ou les gens aiment pas. En sortant, on peut lire sur les sites de billetterie des gens qui laissent leur avis. Il est bon, parfois il est moins bon. Donc ça demande pas mal de foi, de constance, de courage. Et puis oui, pour si je devais résumer en un mot, je dirais que c'est un métier qui nous demande une certaine discipline de vie et de mentale, etc. Et concrètement, comment est-ce qu'on prépare une pièce de théâtre ? Alors,
D'abord, on l'a choisi ou on vous choisit. Quand on a le luxe de choisir, on choisit ce qu'on pense être le plus intéressant. Mais l'immense majorité du temps, quand on est choisi dans un spectacle, on est déjà très content. Ça veut dire que on a pensé à vous, que vous avez passé une audition, ou bien qu'on vous a proposé le rôle. Mais quand même, ça, c'est la première chose très importante, c'est de choisir ses rôles et de bien les choisir. Après, la deuxième étape, c'est l'apprentissage. Ça n'a l'air de rien parce que ça peut paraître scolaire d'apprendre un rôle, mais en fait c'est extrêmement important de savoir très très bien son texte, parce qu'avant de commencer à répéter avec le metteur en scène, il faut posséder son texte. Et quand je dis l'apprendre, c'est bien sûr pouvoir restituer les mots, mais je dirais presque plus le comprendre, c'est-à-dire vraiment savoir de quoi ça parle, qu'est-ce que l'auteur a voulu dire et qu'est-ce que modestement on pourrait apporter à sa contribution au personnage. On dit souvent aux acteurs c'était bien, t'es dans la peau du personnage. C'est une phrase qu'on entend beaucoup mais qui a pas de sens, parce que le personnage n'a pas de peau, justement. Le personnage, c'est des mots, et c'est la nôtre, la peau. Donc en fait, on n'est pas dans la peau du personnage, c'est le personnage qui vient dans la nôtre. Et là, donc voilà, il y a ce travail de rapprochement entre le rôle et soi, où à la fois il faut respecter ce que le rôle exige et en même temps lui apporter ce que il n'y a que soi qu'on peut apporter, puisque quelqu'un d'autre jouerait différemment. Donc voilà, choix, apprentissage, compréhension, et après, de soir après soir, de le jouer avec une forme d'enthousiasme, de rigueur aussi, et de savoir s'amuser. Enfin, c'est un métier qu'il faut faire très sérieusement, mais aussi sans se prendre au sérieux. Mais comment est-ce qu'on arrive à fixer cette limite entre amusement et sérieux? Elle est fluctuante selon les rôles, selon les metteurs en scène, je dirais presque selon les soirs. Quand on a un soir de première avec toute la presse et le métier dans la salle, c'est rare de s'amuser, on est plutôt un peu stressé et tout ça. Quand il y a un moment où, quand on a la chance que la pièce se prolonge, se joue beaucoup, il peut y avoir un phénomène de répétition et d'assèchement un peu, genre on va jouer le soir. Et c'est là que peut-être il faut savoir réinventer, surprendre ou même s'amuser. Parfois, s'amuser, se surprendre soi-même ou surprendre le partenaire, c'est un moyen en fait de rafraîchir, de rester dans le présent. Et donc voilà, chaque pièce a des exigences différentes. Il y en a qu'on joue peu parce que c'est prévu comme ça ou qu'elle marche pas. Il y en a qu'on joue beaucoup, comme Turing, où j'arrive aux 1300 représentations. 1300. C'est évident que ce soir, pour ma 1300 quelque chose, je suis pas dans la situation normale d'un comédien qui fait sa 8e, 10e, 20e. Cette saison, je jouais une autre pièce qui s'appelle Killer Joe. On en a fait 60. C'est différent. J'ai l'impression qu'avec 60, je pourrais encore la jouer des centaines de fois, y trouver des choses. Avec Turing, je dis pas que j'ai tout trouvé, que j'ai tout exploré, loin de là. Je continue de trouver des choses, mais il y a un danger, le danger de vouloir en faire trop parce que on l'a tellement fait, le danger d'avoir soir après soir à rajouter des petites choses, des petites scories, des petits trucs. Ça peut avoir un intérêt, mais ça peut avoir une limite. Donc chaque soir, chaque spectacle, chaque rôle demande une vigilance différente. Justement, j'allais vous poser une question sur la machine de Turing. Quand vous avez commencé à travailler le personnage d'Alan Turing, vous avez commencé par quoi? L'histoire, le texte? Alors comme comme je suis aussi l'auteur de la pièce, le premier travail, après avoir eu l'idée de parler de lui, c'est un travail de documentation. C'est-à-dire la première phase, c'est vraiment de lire la biographie. Donc moi j'ai vraiment choisi la biographie sur laquelle tout ce qui est fait sur Turing est basé, que ce soit le film Imitation Game ou une première pièce anglaise qui avait été faite. Je regarde tout ça, je lis tout ça. Pour Turing, il y avait aussi quelques émissions, des podcasts, des bandes dessinées. Je lis tout, je m'imprègne de tout. Puis je commence à voir quel est l'axe que moi je veux donner, quel regard particulier je veux donner. Et là, je passe à une phase d'écriture. Moi, je suis très lent pour écrire. Donc, j'écris ce que j'appelle des versions. C'est-à-dire que j'écris une pièce entière. Je la fais lire, je recueille des avis et je repars. Parfois, je l'améliore, parfois, je la transforme
Parfois, je la transforme complètement. J'ai des versions de pièces de Turing qui n'ont rien à voir avec celle-là. Ça parle de Turing, évidemment, mais c'est un axe complètement différent. Donc, j'explore des choses comme ça. Et petit à petit, il y a une vision, une direction qui s'affirme. Et là, je peaufine, mais ça dure. Enfin, sur Turing, ça durait très longtemps puisque j'ai eu l'idée en 2009, puis j'ai arrêté de travailler dessus. Je l'ai repris en 2013 et j'ai écrit la version finale en 2017. C'est assez long quand même. Après, quand la pièce est prête et qu'on commence à la répéter, il y a ce travail d'apprentissage dont on a parlé, parce que même quand on a écrit la pièce, on la sait pas par cœur pour autant. Et pour moi, avec ce personnage, contrairement à d'autres, je dois dire qu'il y a eu une certaine évidence. Il y a eu comme une rencontre, tout était simple, facile, évident. C'est pas toujours le cas. La pièce d'après, qui était pourtant une pièce de moi aussi, La Maison du Loup, j'ai eu du mal à trouver le personnage que je devais jouer, ça m'a pris du temps. Turing, mon metteur en scène, ou même les partenaires qui avaient passé l'audition pour jouer le rôle que finalement Amaury Créancor a joué, me disaient c'est drôle parce que dès les premières lectures, on a le sentiment que c'était déjà là. Bon, ça arrive parfois et parfois c'est l'inverse. Donc ça a été assez simple, assez facile. Et puis après, il y a une dernière phase que j'aime bien, c'est ce que j'appelle un peu le pèlerinage, c'est-à-dire que je suis allé en Angleterre voir la maison où il est né, voir c'est la maison où il est mort à Manchester, ou que j'ai eu du mal à la trouver parce qu'elle est en pleine campagne dans la banlieue de Manchester. Je suis allé à Cambridge, je m'imprégnais de cette ambiance d'université. Je suis allé dans le manoir où il a décrypté l'Enigma et là je m'imprègne d'images, de sensations. Parfois ça me sert, parfois pas. Parfois ce qui je pense va me servir me sert pas et tout d'un coup je vois un lieu qui par exemple dans le décor il y a un petit bureau qui représente à la fois le commissariat et chez Turing, et il y a une fenêtre qui est une fausse fenêtre. C'est une fenêtre qui donne sur rien, qui est grise quoi. Mais moi quand je joue la pièce et que je regarde par la fenêtre de chez Turing dans le décor, je sais ce qu'il y a devant sa maison. Je vois le perron, je vois les arbres, je vois la pelouse, je vois la route. Donc, quand je regarde dans cette fenêtre qui donne sur rien, par le fait d'y être allé, alors je pourrais l'imaginer, mais moi, je vois vraiment ce qu'il y a. Donc voilà, ce sont des façons comme ça de nourrir l'imaginaire. Je voulais savoir quel a été l'élément déclencheur pour étudier Alan Turing. Il reste quand même pas mal méconnu du grand public. Et j'avais une sous-question qui était de savoir comment vous vous étiez senti. Vous disiez que vous avez eu l'idée en 2009. Quand un film était sorti, comment est-ce qu'on se dit que ça correspondait plus ou moins à des thématiques qu'on voulait évoquer ou pas? Par exemple, moi, ce qui m'avait marqué, c'est que le film ne faisait que très peu allusion à l'homosexualité d'Alan Turing, par exemple. Bien sûr. Oui. Alors, moi, je tombe, si j'ose dire, sur Alan Turing un peu par hasard en 2009. Je faisais des recherches pour une autre pièce liée à la symbolique de la pomme. Parce que dans ma pièce, il y avait un tableau avec une pomme, bref. Et je tape tout bêtement, je me rappelle, parce que je me rappelle très bien, je suis ce jour-là chez Agnès Jaoui, l'actrice. Elle est, on s'apprête à dîner. Elle va coucher ses enfants et moi pendant ce temps je tape sur Google symbolique de la pomme et là j'ai une page Wikipédia qui apparaît où il y a Newton, Adam et Ève, Blanche-Neige, le logo d'Apple, et en dessous du truc de logo d'Apple il y avait une petite sous-section qui mettait voir Alan Turing lié au logo d'Apple. Donc je connaissais pas c'était Alan Turing. Donc je clique et là je tombe sur une petite page très courte parce qu'on est en 2009, il n'a pas été réhabilité, il n'y a pas eu Imitation Game et je vois en 4 lignes mathématicien anglais, concepteur de l'informatique, théoricien de l'informatique, décrypteur de l'Enigma, suicide par empoisonnement en ingérant une pomme trempée dans du cyanure, ce qui aurait peut-être, mais c'est un débat, donné le logo d'Apple. Je me dis, mais c'est incroyable, comment ça se fait qu'on connaisse pas ce type? Je me renseigne autour de moi, personne ne le connaît. Je finis par découvrir que quelques mathématiciens, quelques historiens, et un peu dans la communauté gay, qu'il était connu comme un héros un peu mystérieux. Donc je me dis, waouh, j'ai trouvé le sujet de ma vie, je commence à lire cette fameuse biographie, à travailler, à m'imprégner, et ça prend du temps parce que je joue d'autres rôles, je répète d'autres pièces, et puis tout d'un coup, vers 2012, je crois, 11, 12, je sais plus, je vois qu'un film est en préparation
À l'époque, d'ailleurs, il devait être joué par Leonardo DiCaprio dans le rôle de Turing. Et là, je me dis, bon, ça devait arriver, l'histoire était trop belle. Je pouvais pas être le seul à m'être aperçu qu'il fallait rendre un hommage à Turing. Donc, je me dis, à tort peut-être, qu'est-ce que je peux faire face à un film hollywoodien? Je vais me faire écraser, moi, avec ma petite pièce de théâtre. Donc, j'arrête. Et je vais voir le film en 2014, je crois. Et là, j'ai la même réflexion que vous. Je me dis, le film est formidable, l'acteur est génial et tout, c'est pas la question. Mais je me dis, mais comme c'est étrange d'avoir mis autant sous le tapis son homosexualité, il s'agissait peut-être pas d'en faire un film communautaire, mais quand même, ça détermine beaucoup de choses dans sa vie, et en particulier sa fin. Et là, je me dis, bah peut-être c'est ça l'axe que j'avais pas trouvé, c'est cet axe très intime d'un Turing qui nous parle et qui nous raconte vraiment sa vie. Il s'agit pas de regarder par le trou de la serrure ce qu'il faisait dans sa chambre, mais de montrer à quel point, de son enfance à son adolescence et dans tout son parcours, son homosexualité et la façon dont il l'a plutôt revendiquée jusqu'à ce procès a influé sur ses choix. Et là, je crois que j'avais trouvé, et là, je me suis remis au travail. Et donc voilà, donc il y a eu quand même ce parcours un peu chaotique qui fait que en 2017, j'écris la pièce. On la monte en 2018 à Avignon. Alors à partir de là, ça a été un truc incroyable. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête avant de monter sur scène? Un truc un peu différent tous les soirs, en 1200 ou 1300 fois, pas forcément la même chose. Il y a des rituels. J'ai longtemps eu un rituel bizarre qui consistait à... C'est toi qui es là, ma cri-cri? Ah ben non. Oui, non, t'inquiète. Mais justement, parce que j'allais parler de toi. Il y a un rituel qui fait beaucoup rire Cricri, qui est la billeuse. On se connaît depuis toujours. C'est que au début, moi j'aime bien arriver tôt dans les loges, dans les théâtres. Enfin, comme je me sens bien dans les théâtres, évidemment, j'arrive tôt. Et je me prépare, je m'habille, tout ça. Et je faisais ce qu'on fait souvent, de mettre un peu de fond de teint, de se maquiller, parce qu'on fait ça pour les lumières, le machin. Et je le fais. Mais j'ai toujours eu le sentiment que je pouvais jouer Turing que très nu, quoi, et qu'il s'agit pas de cacher un bouton ou un truc, ça n'a pas d'importance. Donc un rituel très longtemps a été de me maquiller et juste avant de jouer de me démaquiller. C'est bizarre, hein, mais comme si j'avais besoin de passer par ce rituel pour me concentrer, pour faire mon petit cérémonial, mais par rapport à ce personnage, qu'il fallait le jouer sans phare. Voilà, et ça faisait beaucoup rigoler Cricri qui me disait, mais quand même, maintenant que tu l'as intégré, ce truc, tu pourrais économiser du maquillage. Et ça m'arrive encore, hein, d'ailleurs. Mais sinon, à quoi on pense, ça dépend au fil des années. Au début, on pense à bien faire, on pense à se concentrer, on pense à son texte, on pense aux indications du metteur en scène. À un moment, on pense qu'au bonheur de jouer parce qu'on voit que ça marche, que le public est là, que les gens sont émus, sont touchés. Après, on pense à la responsabilité qu'on a parce que je me suis rendu compte que Turing impactait les gens dans l'émotion, mais aussi dans leur vie. Il y a des jeunes qui ont fait leur coming out devant leurs parents après la pièce, des parents qui ont dit à leurs enfants des choses comme ça devant moi après la pièce. Donc je me sentais une forme de responsabilité de participer à sa réhabilitation et aussi cette responsabilité que la pièce avait en impactant la vie des gens. Et peut-être dans la dernière tranche, la crainte, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'était de ne pas perdre finalement. Et cette peur, est-ce que ça va plaire? Et ce bonheur, regarde, ça plaît. Et de ne pas, surtout pas commencer par m'ennuyer ou me mettre à jouer de la même façon tous les soirs. Donc je dirais maintenant, dans les dernières, parce que j'approche de mes dernières, c'est peut-être de me dire, essayer de revenir finalement à la peur, à l'inconnu du début. T'as tout vu avec cette pièce, tu l'as jouée partout dans le monde. Peut-être que maintenant, la seule chose qui te reste à faire, c'est d'essayer de revenir humblement à ce que tu faisais au départ pour boucler la boucle. Justement, vous êtes tellement doué que vous avez réussi à avoir ma prochaine question. Qui était de savoir comment est-ce qu'on arrive à jouer le même personnage des milliers de fois, parce que 1300 c'est énorme. Est-ce qu'on n'arrive pas, comment faire pour ne pas s'en lasser? Alors, je pense que peut-être d'une autre pièce, j'aurais pu me lasser.
je dis pas que ma pièce est tellement bien que non, c'est le personnage qui a une telle puissance, une telle profondeur, une telle complexité. On peut le jouer de 1000 façons, plus fragile, plus fort, plus faible, plus bègue, moins bègue, plus il y a ce soir peut-être que le fait d'en avoir parlé comme ça avec vous va me faire orienter la chose, mais chaque représentation est une alchimie différente parce que oui, c'est la même pièce, mais déjà j'ai des partenaires différents tous les soirs. Je l'ai créé avec Amaury de Crayoncourt, puis il y a eu Éric Pucheux, puis il y a eu Grégory Benchenafi, puis il y a eu Jules Doucet, puis il y a Antoine Ferret, et ils sont différents. Donc parfois il m'arrive sur une semaine de jouer avec chacun d'entre eux, et donc ça impacte évidemment mon Turing. Mon Turing n'est pas le même selon les partenaires. Après il y a le public, le consensus qui se dégage du public est différent. Il y a des salles qui sont très attentives, d'autres qui sont plus rieuses. Il y a des soirs où c'est plein à craquer, il y a des soirs où il y a un peu moins. Tout ça crée des différences. La vie autour impacte. Je le jouais la semaine dernière à Beyrouth, évidemment, que l'ambiance samedi dernier à Beyrouth, alors que les bombardements avaient commencé, et que même la lecture de la pièce était différente. En 8 ans, l'évolution de l'intelligence artificielle a été énorme. Ce qui évoquait vaguement quelque chose il y a 8 ans est un truc dont tout le monde parle aujourd'hui. Donc la pièce est perçue aussi différemment. Il y a 8 ans, les gens venaient découvrir une pièce, savaient pas vraiment ce que c'était. Maintenant, les gens viennent voir une pièce qui est presque un classique, récompensé, etc., etc. Donc il y a cette pression de cette attente. Ça, on l'avait d'ailleurs perçu dès le premier Avignon avec Amaury. Au tout début, les gens étaient surpris et avaient le sentiment de fabriquer eux-mêmes le succès de Turing. Au bout de 15 jours, les gens venaient déjà voir la pièce dont tout le monde parle. Donc, ils avaient déjà une attitude différente, le public. Très étonnant. Et voilà. Et puis, le dernier truc, c'est que aujourd'hui, la pièce, elle est étudiée par les collégiens et les lycéens. Et quand, comme c'était le cas hier, j'ai 40, 50, 100 lycéens. Là aussi, d'abord, ils ont une écoute différente. Ils sont souvent, parfois, ils commentent, ils parlent et tout ça, mais surtout le plaisir, presque la responsabilité de transmettre cette pièce à la jeune génération. Voilà, tout ça fait que chaque représentation est différente. Justement, c'est quelque chose que je trouvais très intéressant en préparant notre rencontre aujourd'hui. En fait, Alan Turing était un peu considéré comme le père de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui fait de jouer cette pièce aujourd'hui en 2026 et qui a changé en 2018? Vous avez un peu commencé à le ressentir et à toucher Oui, tout le monde. les gens entendaient dès 2017 la résonance sur l'IA, mais c'était beaucoup moins présent dans nos vies. On savait qu'il y avait vaguement voilà ce truc en développement. Aujourd'hui, on en parle, ça impacte vraiment la vie. Un photographe, hier, avec qui je faisais un shooting pour l'affiche de mon nouveau spectacle, me disait les photographes qui faisaient ce qu'on appelle la nature morte, je sais pas, des mains, la bouffe, des trucs, des fleurs, n'ont plus de boulot. Tout est fait par l'IA. Les images sont générées même par l'IA et tout ça. C'est incroyable. Et donc, aujourd'hui, les gens me parlent toujours de cette page incroyable de la Seconde Guerre mondiale et de comment l'influence de Turing a changé le cours de la guerre. Les gens me parlent évidemment du côté très injuste du traitement qu'on lui a réservé. Les gens me parlent évidemment du côté concepteur, théoricien de l'informatique, mais les gens parlent aussi énormément, sont très frappés que dans une scène qui est dans la pièce, qui est une conférence qui se passe en 1952, il parle de machines pensantes capables d'apprendre de ses erreurs, de s'adapter, d'avoir un degré d'intelligence qui confine aux sentiments, qui sont des choses actuelles, voire l'avenir peut-être de l'intelligence artificielle. Donc ça, oui, ça rend l'écoute différente. Et par exemple, par rapport à ces histoires de Seconde Guerre mondiale, quand il y a des conflits dans le monde, ou quand je vais dans des pays en conflit, comme au Liban la semaine dernière, la perception de la pièce aussi est différente. J'ai joué aussi la pièce au Liban, encore une fois, mais au Maroc, par exemple, dans des pays où l'homosexualité est encore interdite. Autant dire que là, il peut y avoir parfois des petites raideurs dans le public, ou quand je la joue dans ces pays-là, je l'ai joué à Casablanca devant une salle entière de lycéens qui nous ont fait une ovation, et après, beaucoup nous ont dit, vous pouvez pas imaginer ce que c'est pour nous, en l'occurrence, c'est des jeunes gays qui sont venus me parler, ce que c'est que de jouer cette pièce, alors que dans notre pays,
on nous met pas en prison, mais il faut pas non plus trop se montrer. Donc voilà, tout ça, ça fait des choses quand même qui sont fortes, quoi. Alors, vous avez joué cette pièce un peu partout dans le monde. On a parlé du Maroc, du Liban. Est-ce que vous arrivez à remarquer des spécificités des publics différents? Et donc, quelle est celle du public français? À la fois, alors oui et non. Oui, parce qu'il y a des choses qui font rire dans tous les pays, des mots d'esprit, d'humour ou des situations. Moi, j'ai joué la pièce aux États-Unis, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, au Liban, à Casablanca, au Maroc, mais aussi en Israël, évidemment partout, un peu partout en Europe. Mais je l'ai vue aussi traduite et jouée dans d'autres mises en scène, en Allemagne, en Espagne, en Slovénie, en Corée, en Grèce, au Canada, que sais-je. Et là, oui, il y a des différences parce que la pièce est traitée différemment. Par exemple, en Grèce, et ça s'est joué pendant 2 ou 3 saisons, c'est un acteur qui joue la pièce tout seul. Incroyable. En Espagne, c'était très proche de ce qu'on faisait. En Slovénie, la pièce avait une esthétique très très gaie parce que c'était une volonté du metteur en scène de provoquer un peu des réactions, et notamment par rapport au voisin hongrois, Viktor Orban, qui est très homophobe. Donc voilà, chacun a des et la pièce peut, sans être changée, avoir comme ça des vibrations assez différentes. Le public français, il est différent chaque soir, différent que ce soit au nord ou au sud. Si vous allez jouer à Saint-Germain-en-Laye ou à Versailles, la pièce est reçue un peu différemment de peut-être si je vais la jouer en Seine-Saint-Denis. Il y a des publics plus chaleureux que d'autres, mais ça veut pas dire qu'ils aiment pas. Et même à Paris, dans le même théâtre, comme je le disais, le consensus est différent. C'est même incroyable. Les gens, je pense, seraient très surpris. Mais certains d'ailleurs reviennent voir la pièce, emmènent des amis et tout, ils me disent « Ah, j'ai vu des différences sur scène, mais aussi dans la salle. » Ouais. Alors, moi, j'ai vu la pièce l'année dernière. Oui. J'ai plutôt une bonne mémoire, mais ce qui vient de me frapper, c'est que j'ai aucun souvenir d'une présence féminine dans la pièce. Non, il n'y en a pas. Ok. Oui. Pourquoi? Parce que quand je l'ai écrite, j'avais aucun moyen pour la produire. Je savais même pas si j'allais arriver à la produire. Et d'ailleurs, au départ, je pensais l'auto-produire. Donc, j'ai vraiment cherché à faire le truc le plus léger possible. Et il fallait bien que quelqu'un joue Turing. Donc, en plus, je l'ai écrit pour moi. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire à deux? Parce que je pensais que j'allais devoir payer les logements, louer une salle à Avignon. Donc je me suis dit, avec un autre homme, je peux raconter ses histoires personnelles, puisqu'il aimait les hommes. Je peux raconter l'histoire d'Enigma, puisqu'il y avait ce mathématicien avec qui il avait cette espèce de défi pour qui va trouver le premier. Je pourrais raconter l'histoire un peu plus policière avec le flic et tout ça. Et c'est vrai qu'il a eu notamment dans sa vie cette fameuse Joanne Clark, qui a été une amie avec qui il s'est fiancé, mais pas parce qu'il était bi, simplement parce que c'était une façon de pouvoir continuer à travailler avec elle. Et parfois des gens me disent, c'est dommage qu'il n'y ait pas une figure féminine. À un moment, j'ai réfléchi à prendre une actrice qui aurait pu jouer sa mère, une amie, et puis je me suis dit, mais en fait, j'ai pas les moyens, tout simplement, j'ai pas les moyens. Alors, dans la pièce anglaise qui s'est montée il y a 40 ans à Londres, il y a 8 ou 10 personnages, et il y a évidemment cette fameuse Joanne Clark, mais moi je l'ai faite à 2, parce que c'est une question d'économie, et ensuite, quitte à faire ce choix-là, j'ai essayé de faire en sorte que c'est du sens et que l'autre acteur joue tous les rôles comme un peu le même visage de toute l'humanité versus Alan Turing. C'est un peu cette pièce, Turing voit un peu le reste du monde à l'image de l'acteur qui joue les 3 autres personnages. Voilà. On a parlé du fait de jouer un peu partout dans le monde, mais vous aviez dit quelque chose que je trouve très intéressant. La pièce a été traduite et jouée dans plein d'autres langues. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de voir ces mots apparaître dans des langues qu'on ne parle pas forcément? Déjà, ça donne un sentiment très agréable. C'est que comme je connais par définition la pièce par cœur, j'ai le sentiment de parler la langue. Je parle pas un mot de grec, de slovène ou d'allemand. Mais quand je vois la pièce dans ces langues-là, je comprends. Donc c'est très agréable. Ensuite, c'est évidemment un sentiment de fierté parce que de voir sa pièce à l'international comme ça, c'est extraordinaire. C'est aussi l'occasion pour le comédien de voir d'autres Turing et de voir comment ils abordent parfois le personnage différemment. J'ai vu des Turing beaucoup plus jeunes, j'en ai vu même des plus vieux. J'ai vu des mecs, des gros, c'est incroyable et chacun
fait son propre Alan Turing. Moi, ici, dans notre production, il y a 2 autres acteurs qui jouent Turing quand je peux pas jouer, Mathias Simon et Brice Hilleret, et leur Turing est très différent du mien. Très différent du mien. Et quand je les vois, c'est à la fois déstabilisant parce que j'ai tellement ce rôle dans la peau, et en même temps, c'est très rafraîchissant. Et donc, voilà, en fait, je crois qu'Alan Turing était un personnage très intelligent, ça on le sait, mais très curieux de tout ce qui est autre, tout ce qui est. Et j'essaie, comme s'il avait pu m'apprendre ça, d'être moi-même curieux de tout ce qui est différent de moi, et en particulier dans la pièce, tout ce qui se passe de façon différente, inattendue. On a beaucoup parlé de comment jouer soir après soir autant de fois. Il y a très souvent des petits accidents sur scène, un projo qui s'éteint, un mot qui vous vient pas, un accessoire qui vous manque, une réaction étrange dans la salle. Je me sers de tous ces petits accidents pour donner du présent et jouer au présent, quoi. Vous avez commencé à en parler aussi, mais est-ce que vous arrivez toujours à aller au théâtre comme spectateur? Sans être forcément en train de voir les petits accidents dont on parle ou le différentiel de niveau avec notre comédien. C'est drôle que vous parliez de ça parce que j'en parlais justement avec un camarade comédien. C'est assez difficile. Je dois le reconnaître. J'aimerais vous répondre, ça serait d'ailleurs peut-être plus humble, je sais pas, j'aimerais répondre ah oui, quand je vais au théâtre, je suis comme un enfant, je m'assois, je regarde. Non, oui, c'est vrai que faisant ce métier tous les jours, fabriquant des spectacles depuis maintenant tant d'années, j'adorerais, et c'est ce que je cherche quand je vais au théâtre, c'est m'asseoir et que mon sens critique ou que mon regard professionnel s'efface complètement pour redevenir comme un enfant à qui on raconte une histoire. Et je reconnais que je vois des très très bons spectacles et je les apprécie. Je suis pas juge, mais c'est difficile de poser mon cerveau analytique, et quand je me laisse vraiment embarquer, alors là j'adore, je suis comme un fou, mais c'est rare, et encore une fois ça veut pas dire que j'aime pas. Je peux adorer un spectacle mais en l'analysant tout en le voyant, mais quand je me laisse embarquer et que je n'analyse même plus, que je me laisse simplement porter, là c'est le must. Oui. Alors vous avez déjà commencé à en parler aussi, mais du fait que le public donnait un peu la tonalité de la pièce, est-ce que vous arrivez à dénicher un peu les différentes catégories de public? Est-ce qu'il y aura les très studieux, les très rieurs? Comment est-ce qu'on arrive à faire? Oui, mais comme il y a, si tout va bien, 200, 300, parfois 500, 1000, 1500 personnes dans la salle, ça crée une espèce de mélange. Et il y a une énergie qui s'en dégage, mais qui est une forme de moyenne, quoi. Il y a toujours dans la salle quelqu'un qui s'emmerde, et quelqu'un qui est fatigué, qui dort. Il y a toujours quelqu'un qui rit très fort parce qu'il est en forme et que ça l'amuse. La question, c'est qu'est-ce que ça dégage de l'ensemble. On dit souvent qu'une personne un peu négative ou qui est venue pour pas aimer ou qui vous aime pas et tout peut contaminer comme ça la salle de ses ondes négatives, et qu'à l'inverse, une personne avec un rire par exemple très communicatif peut vous faire démarrer une salle au quart de tour. Donc il y a pas de salle totalement triste, totalement rieuse, c'est des énergies un peu différentes, mais globalement, par exemple avec cette pièce-là, il y a toujours des mêmes rendez-vous d'humour, des mêmes moments d'émotion, et après, parfois il y a des micro-différences, mais je peux pas dire que d'un soir sur l'autre ce soit totalement différent non plus. C'est plus des petites variations d'ambiance. Mais parce que voilà, un public est une somme d'individualités, mais qui forme un public. C'est-à-dire que l'énergie du public va être l'addition de toutes ces énergies. Est-ce qu'il y a un moment où vous sentez que le public et la salle sont totalement avec vous? Oui. Okay. Oui, il y a des moments. Il y a des moments dans la pièce où même quand c'est l'hiver, que les gens sont malades, ils arrêtent de tousser. Il y a 1 ou 2 moments où, à chaque soir, si je laisse un temps, il y aura le silence. Et même quelqu'un qui aura envie d'éternuer se retiendra. Parce qu'il sent que
et que même lui est dans cette attention, parce que c'est un moment de suspense ou d'émotion. Et là, tout s'arrête. Et c'est très agréable. Il y a un autre moment qui n'arrive pas tous les soirs, mais qui arrive parfois. C'est à la fin de la pièce, quand ça se termine, quand le noir se fait. Parfois, les gens applaudissent tout de suite, parce que bon, c'est une évidence que c'est la fin. Et souvent, le dernier mot, c'est mon histoire, noir, mon partenaire ferme l'ordinateur, et là, il y a un silence. Et parfois, il m'est arrivé de compter 1, 2, 3. Et au bout de 5, 6, 7 secondes, les premiers applaudissements arrivent. Ça veut dire que les gens sont dans la réception encore de la chose, dans une forme d'écho. Et quand ça arrive, je suis très content parce que je me dis, il s'est passé quelque chose. Ouais. Est-ce qu'il y a l'inverse de ce moment-là, où des représentations, on se sent un peu plus seul sur scène avec Oui, un public qui réagit? Bien sûr, ça arrive. Bien sûr, ça arrive, mais il faut se méfier de son ressenti. Il y a un exemple que j'aime bien, et d'ailleurs, je voyais sur Insta, là, il y a quelque temps, un grand acteur, il disait, quand tu sors de scène en disant, putain, j'ai assuré, méfie-toi, et quand tu sors en disant, ah, c'était dur, ne sois pas si inquiet. Moi, je me rappelle, c'était en tournée, je sais plus quand, je jouais dans une magnifique salle à Antibes, le théâtre Antea, où j'ai eu la chance de beaucoup revenir depuis, et c'était blindé, il y avait 1200 personnes, c'était samedi soir, j'étais heureux, j'étais comme un fou, et j'avais une très bonne amie qui était là dans la salle, et je joue, et j'ai le sentiment de cocher toutes les cases, de faire pas un numéro, parce que j'espère, il faut jamais faire un numéro, et surtout pas avec ce personnage, mais enfin, je suis content, je m'amuse, et j'ai le sentiment de donner le meilleur de moi. Ça se passe très bien, et il y a un cocktail après sur la terrasse, et je retrouve mon amie, je dis, ah alors, elle me dit, ouais, c'était super, machin. Et le soir même, on va dîner, je sais pas, je crois que je dois boire un tout petit peu trop. Bref, je suis un peu malade. Le lendemain, je suis un peu malade. Mais malade, enfin, j'ai une espèce d'indigestion, quoi. Et là, il y a toujours 1200 personnes, c'est dimanche après-midi. Ça, voilà un truc qui change. Si tu joues l'après-midi ou le soir, l'énergie physique du public est différente. Quand tu joues le dimanche à 15h, les gens ont déjeuné avant, il faut un peu les tenir pour pas que ça dorme. Donc, je fais la représentation, mais moi, je suis vraiment malade. Là, je suis vraiment en galère. Je me sens pas très bien, et je sors de là dépité. Je retrouve mon ami qui était là encore, sur la terrasse. Je lui dis, oh là là, l'enfer. Ça a dû se voir que j'étais malade et tout. Elle me dit, Benoît, hier, c'était bien. Cet après-midi, c'était extraordinaire. Je dis, quoi? J'étais malade, j'ai eu l'impression de... Elle m'a dit, tu me demandes mon avis, je te le donne. Donc, vous voyez? Ouais. Ça, c'était une autre question que je voulais vous poser. C'était le rapport au corps qui a ses propres exigences. Mm-hmm. Et concrètement, comment est-ce qu'on fait quand on est enrhumé? Est-ce qu'on a même le droit d'être enrhumé? Oui. Ça, tu peux... Alors, il y a... déjà, moi, c'est par rapport au corps, quand j'ai abordé le personnage, quand je l'ai répété en 2017, j'ai perdu 12 kilos. J'ai jamais été très gros, mais il était marathonien, Turing. Il courait vraiment le marathon dans les temps du champion olympique. J'avais le sentiment que pour trouver le personnage, que je devais beaucoup m'alléger. Je voyais un personnage très sec. Et j'ai perdu ces kilos. Je les ai repris depuis. Mais il y avait eu ce travail sur le corps quand même. Après, oui, je l'ai joué enrhumé. Je l'ai joué en forme, je l'ai joué malade, je l'ai joué heureux, je l'ai joué malheureux, ça arrive à tous. Je l'ai joué une fois au Palais Royal avec un lumbago, mais un lumbago, je ne pouvais pas bouger. Je marchais avec les jambes semi-fléchies, c'était la seule façon de pas avoir mal au dos. Évidemment, je pouvais pas courir, donc quand il fallait courir, je faisais comme ça, mais je l'ai joué, et je crois que les gens n'ont rien vu. Et puis, tous les acteurs vous le diront, il y a une espèce de magie qui fait que j'ai vu des acteurs dire je peux pas jouer, j'ai pas de voix, je suis vraiment aphone et tout. Le rideau se lève, machin. Le rideau se baisse. Dis donc, je m'en suis bien sorti. Incroyable. Moi, un jour, dans une scène dans une pièce de Shakespeare, je me suis tranché, pas le doigt, toujours là, mais
coupé le doigt dans une scène de combat à l'épée. Bref, à un moment, j'ai retiré mon gant en cuir et mon doigt s'est mis à pendre comme ça. Je n'avais rien senti. J'avais rien senti. L'adrénaline, bien connue, fait que même malade, la scène, le fait qu'on est en représentation devant du public vous donne une espèce de sursaut d'énergie qui annule l'espace d'un instant la douleur ou la maladie. Après, il est très rare, moi, je touche du bois, j'ai jamais annulé une représentation, mais je présume que si, moi j'ai vu des gens jouer avec la grippe, évidemment avec le Covid, évidemment, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de maladies qui ferait que, à part évidemment quelque chose qui toucherait la mémoire ou un truc qui ferait que vraiment on peut pas se présenter sur scène, mais normalement la représentation, et même quand on est malade, un moment où on se dit finalement ça va un peu mieux. Alors, vous avez écrit cette pièce, vous êtes à la fois auteur et comédien. Est-ce qu'on écrit différemment quand on sait qu'on va jouer soi-même la pièce? Moi j'ai commencé par écrire des pièces pour moi. Avant j'avais fait une pièce sur Tennessee Williams que j'avais joué au Mathurin à côté. Après j'ai fait Turing, après je fais La Maison du Loup. Et justement je me dis tiens, comment ça serait si t'écrivais une pièce pour d'autres? Et j'ai écrit une pièce qui s'appelle Le Secret des secrets pour des jeunes comédiens. Et j'y ai mis beaucoup de cœur, j'y ai beaucoup travaillé comme toujours. Mais le fait de pas m'être projeté dedans a fait que, à un moment d'ailleurs dans le processus d'écriture, je me suis dit je suis bloqué, j'y arrive pas, je m'en sors pas de cette pièce. Il faut que je m'invente un personnage pour venir me projeter de. Et je l'ai pas fait parce que j'ai voulu me tenir à ce que j'avais décidé. Et je crois que cette pièce, je l'ai ratée parce que je n'ai pas réussi, alors que je l'ai fait avec beaucoup d'amour, et j'ai pas réussi. Il y a quelque chose dans le fait que je jouais pas dedans qui m'a empêché peut-être d'ouvrir les vannes, de l'émotion et tout ça. Et les gens qui l'ont vu m'ont dit elle te ressemble moins que les autres parce que je l'ai pas faite pour moi, je l'ai faite pour d'autres. Et donc oui, même si je le déplore, je crois que je suis plus un comédien qui écrit qu'un auteur. D'abord parce que pour l'instant, j'ai pas été capable vraiment d'inventer des histoires. Je raconte l'histoire de Tennessee Williams, d'Alan Turing, de Jack London, de l'alchimie dans Le Secret des secrets, et dans ma nouvelle pièce aussi d'un personnage historique. Mais je me fabrique finalement des rôles que j'ai envie de jouer, et peut-être qu'un jour je deviendrai un vrai auteur capable d'écrire une histoire totalement inventée et dans laquelle je ne joue pas. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, mon moteur est plus de jouer une pièce pour que je l'interprète. D'écrire une pièce, pour que je l'interprète. Et on va parler d'interprétation. Je voulais savoir, quand vous jouez un personnage historique comme Alan Turing, comment trouver l'équilibre entre la fidélité historique qui correspond au personnage et votre interprétation personnelle? Très bonne question. C'est un problème qui se pose d'ailleurs dès l'écriture. Dans La Machine de Turing, il y a des choses totalement factuelles, vraies, historiques. Je peux quand même pas raconter n'importe quoi, mais il y a des inventions totales. Le personnage du policier, qui est quand même un fil rouge très important de la pièce, n'existe pas dans la vie d'Alan Turing. Paradoxalement, le personnage de l'amant, qui peut paraître le truc le plus fantaisiste ou le plus est très documenté, mais le théâtre, c'est pas une thèse d'histoire. Donc il y a une part d'art, d'invention. Je crois que ce qu'il faut, c'est ne pas trahir le personnage, l'âme, l'essence de ce qu'on croit avoir compris du personnage. Après, si il aimait la confiture de fraises et pas celle d'abricot ou l'inverse, ça n'a pas grande importance. Mais il faut essayer de pas le trahir. Mais qu'est-ce que Alan Turing penserait de la pièce s'il pouvait la voir de là où il est? J'en sais rien. Peut-être qu'il trouverait ça bien, peut-être qu'il se dirait mais comment il fait, Moi je le joue comme un autiste Asperger. On peut pas dire qu'il était Asperger parce que ça n'existait pas le diagnostic à l'époque. Moi en cumulant tous les indices que j'ai vus sur lui, le bégaiement, une façon d'être très sale sur lui et paradoxalement d'être obnubilé par le rangement, la vélocité intellectuelle et le rapport aux chiffres m'ont fait penser
la difficulté dans l'interaction sociale provoquant le bégaiement m'ont fait penser que tout ça faisait un faisceau d'indices qui pouvaient me laisser dire qu'il était Asperger. Mais ça se trouve, il n'était pas du tout, et il serait hyper choqué que je le joue comme tel. Donc, c'est des choix arbitrés par l'auteur, le metteur en scène et l'interprète qui va amener des choses. Mais encore une fois, pour moi, la ligne rouge, c'est d'essayer de ne pas trahir ce qu'on pense être l'essentiel du personnage. Quelle est la part la plus invisible de votre métier que le public ne soupçonne pas? Ça dépend des acteurs, mais moi, c'est ma réponse. Moi, je me prends pas pour le personnage. C'est-à-dire, je suis pas Alan Turing, je me prends pas pour lui, je suis nul en maths. Mais je me sers de moi pour le jouer. C'est-à-dire que je vais convoquer en moi des choses qui peuvent me servir à le jouer lui comme je pense qu'il pouvait être. Dans Turing, je me sers énormément de moi, de mon enfance, de ma vie personnelle, de mes émotions, et je projette quand il parle par exemple de cet amour qu'il avait pour ce personnage qui a existé, qui s'appelait Christopher Morcom, je projette dans cette scène ou dans la personne que moi j'aime, et je fais énormément appel à ma vie personnelle, autobiographique. D'autres acteurs ne le font pas. D'autres acteurs même vous diraient, alors là vraiment, pensez à ta maman parce que bon. Mais moi je le fais. C'est-à-dire, et ça le public ne peut pas le savoir. Le public voit le personnage et c'est bien. Le public ne doit pas voir l'acteur en train de faire un numéro. Le public doit voir le personnage. Mais l'acteur qui le joue, enfin moi en l'occurrence, je fais beaucoup appel à mes secrets, à mes choses intimes, et le public ne peut pas le savoir. Mais puisque vous me posez la question, moi je le fais. On le sait maintenant. Maintenant vous le savez. Y a-t-il une réplique que vous aimez particulièrement dire sur scène? Alors là, ça va paraître prétentieux, mais il y en a une que je trouve belle, j'avoue. De toutes les choses immatérielles, le silence est l'une des plus lourdes à porter. C'est Oui, je trouve qu'elle est pas mal, celle. Et alors, vous allez jouer ce soir, ouais. N'est-ce pas? Ouais, dans 1h10. Est-ce qu'on se sent encore stressé avant de monter sur scène, même après des années? Oui. Il y a des soirs où je me sens en confiance et ça me fait peur de me sentir en confiance. Et il y a des soirs, Cricri pourrait le dire, où parce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui me touche, ou parce que j'ai pas joué depuis une semaine ou 2 ou 3, parce que j'étais sur un autre spectacle et tout ça. Il y a des soirs où je dis j'ai le trac, j'ai le trac. Et en fait, quand j'ai le trac, je suis rassuré. Quand j'ai pas le trac, ça me fout le trac. J'ai la même chose. C'est un signe assez classique en fait, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui devrait nous stresser et le fait de ne pas sentir cette chose qui nous stresse, nous stresse. En fait. Mais tout est paradoxe au théâtre. C'est-à-dire que quand on a le trac, il faut aller chercher de la confiance. Quand on est en confiance, il faut aller chercher du vertige. Barbara, la chanteuse, elle dit une phrase, moi j'aime bien, dans une chanson, elle dit « J'ai peur, mais j'avance ». Et quand on a peur, il faut trouver l'énergie d'avancer. Quand on a très envie d'aller jouer et d'avancer, il faut pas oublier la peur. Hein. Est-ce qu'il y a une chose que vous aimeriez que le public comprenne quant au métier de comédien? Non. Je pense que le public ne doit pas voir il doit voir que l'acteur est heureux d'être là et généreux mais le public ne vient pas voir des acteurs. C'est faux. Les acteurs sont très prétentieux de le penser. Ah, si après ils viennent voir des vedettes. Mais moi, je suis pas une vedette. Moi, quand je joue, les gens du métier viennent voir la nouvelle pièce de Benoît machin. Mais le public, le grand public, il vient écouter une histoire. Il vient voir l'histoire d'Alan Turing et en sortant, l'immense majorité d'entre eux ne savent même pas qui est Benoît Solès. Ils regardent pas. On leur a dit va voir la machine de Turing, c'est chouette. Les gens viennent voir Alan Turing. Et donc, je pense qu'il se fout de savoir si je vais bien, si je vais mal, si je me suis senti bon ou pas bon.
ils viennent voir le personnage et l'histoire. Ça, c'est une chose qui est assez différenciante, qui différencie un peu le théâtre, du cinéma. Par exemple, là, les gens vont dire, on va aller voir le dernier film de Laurent Lafitte, mais personne ne dira, on va aller voir la dernière pièce de tel comédien. Est-ce que vous trouvez que c'est une force pour le théâtre ou c'est... Oui, c'est vrai qu'on dit qu'un comédien est quelqu'un qui disparaît derrière les rôles. Moi, c'est d'ailleurs un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait. Ça vient de Florian Zeller, c'est quand même pas mal. Florian, il m'a dit, quand je t'ai vu dans Turing, je ne t'ai pas vu toi, Benoît, j'ai vu Alan Turing. Je lui dis, tu peux pas me faire un plus beau compliment. Et c'est vrai que l'acteur, on va pas voir le personnage, on va voir l'acteur dans un rôle. Mais quand vous voyez Alain Delon, qui est un grand acteur, mais il est Alain Delon avant d'être le personnage. Et moi, je fais tout pour être le personnage plutôt que Benoît Solès. Voilà. Alors, j'avais une question un peu insolite. Est-ce qu'on apprend à pleurer sur commande ou c'est vraiment un mythe? Chacun a ses techniques. Il y a des acteurs et même des bons qui disent la question n'est pas de s'auto-émouvoir vraiment et sincèrement. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que des larmes coulent. Au fond, si t'as un système en fixant les yeux, en regardant la lumière, machin, pour faire comme ça et que ça se mette à couler, whatever. D'ailleurs, cette histoire de pleurer, les acteurs adorent pleurer, mais le public d'ailleurs le voit pas forcément. Mais ce qui est plus important, c'est à la limite la résistance. C'est-à-dire, j'ai envie de pleurer, le personnage a envie de pleurer. Un personnage qui pleure et qui se plaint, c'est chiant. Par contre, quelqu'un qui sourit dans les larmes ou fait tout pour retenir ses larmes, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, chacun a sa méthode. Mais si il est écrit que le personnage doit pleurer, parce que, par exemple, un autre personnage va lui dire « Ah, tu pleures ?» à ce moment-là, il y a 1000 choses. Si je dois pleurer et que on joue la scène ensemble et que tu me dis « Ah, tu pleures » et que je pleure pas, les gens verront une larme. Si ils la voient, ils vont dire oui, il pleure vraiment. Est-ce qu'il a pleuré en écarquillant les yeux ou en pensant à son chat qui est mort? Ça n'a aucune importance. Autant d'acteurs vous donneraient autant de réponses différentes. Et parfois, même l'un ou l'autre. Parfois une émotion. Si une émotion doit venir tous les soirs, un soir elle vient, très bien. Un soir elle vient pas. Peut-être que là c'est intéressant d'avoir des techniques pour simuler. Alors, on va parler un peu de rituels. On a parlé du maquillage, maquillage, mais je voulais savoir si vous aviez des objets indispensables dans votre loge de comédien. Pas indispensable, mais j'ai des petits gris-gris. J'ai une espèce de mallette qui était celle que ma mère avait à la maternité quand elle m'a eu et qu'elle m'a offert, et que j'emmène dans toutes mes loges en tournée. Alors là, elle est sur Killer Joe, parce que je joue aussi Killer Joe. Elle est dans la loge de la Nouvelle Ève, mais j'ai cette mallette qui me suit depuis toujours et qui est un objet auquel je suis très attaché. Souvent, chaque personnage a un ou deux objets fétiches, et moi j'ai sur mes derniers personnages, chaque rôle, j'ai un tatouage qui correspond à chaque rôle. Ça, c'est pour Killer Joe. Ça, c'est le secret des secrets. Ça, c'est Turing. Ça, c'est la maison du loup. Donc voilà, ils sont écrits sur ma peau. Ok, c'est très beau. Et on a parlé du maquillage, des maquillages. Est-ce que vous avez des rituels ou des superstitions d'avant monter sur scène que vous faites? Avec chaque, par exemple, dans Turing, avec chaque partenaire, on a un petit rituel juste avant de jouer. Avec Amaury, c'est une espèce de petite danse comme ça. Avec Grégory, c'est autre chose. Avec Jules, c'est autre chose. Avec Antoine, c'est autre chose. Oui, il y a un petit moment de connexion avec le partenaire où c'est de faire un truc qui nous fait rire, où c'est de se tenir, où c'est de se prendre dans les bras, ou de respirer ensemble et tout ça. Chacun a un truc différent, mais c'est un petit truc, voilà, pour se dire on est ensemble, quoi. Où on se dit quelques mots par rapport à notre état. Ouais, c'est des petits rituels comme ça. Pareil avec le régisseur, on salue souvent le régisseur avant qu'il aille dans sa cabine, ou avec la personne qui vient nous donner le top. Il y a des petits trucs. Par exemple, ici au Théâtre Michel, les loges sont là-haut, à court, et donc il y a un escalier qui descend au plateau. Et quand je descends pour la dernière fois, avant d'aller jouer, je tape comme ça sur le mur. D'ailleurs, à un moment, il y avait des traces de mes mains, mais ils ont repeint depuis. Oui, il y a des comme ça, des petits rituels. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui se passe 5 minutes avant le lever du rideau? Des choses très différentes. Parfois, on est prêt.
On est là, on est prêt, on est en place, on attend. Parfois, on regarde par le petit trou du rideau comment sont les gens, on regarde les gens dans la salle. Parfois, on est encore dans sa loge en train de, parce qu'on a oublié un truc. Parfois, on est en train de faire pipi. Parfois, on est en train de bavarder avec le partenaire. Ça dépend. Ça peut être différent tous les soirs. Ok. Je reviens à la catégorie questions un peu curieuses qui sont assez insolites. Est-ce qu'un comédien ment mieux que les autres dans la vraie vie? J'aurais envie de dire non parce que il y a des menteurs dans la vie et d'autres qui le sont pas. Il y a des comédiens qui sont probablement incapables de mentir ou qui n'aiment pas le mensonge et tout ça. Mais quand même, soyons francs, il m'est arrivé dans certaines circonstances dans la vie de jouer, pour des raisons que je ne raconterai pas, de jouer la comédie. Donc oui, il y a un acteur, un vieil acteur, ça doit plus dire grand-chose à grand monde, qui s'appelait François Perrier et qui avait écrit un livre qui s'appelait Profession menteur. Donc, et il y a une phrase de Cocteau, dans un texte de Cocteau que j'aime beaucoup, un texte de Cocteau qui s'appelle Le Menteur, et il dit « Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité ». Et au fond, tout le paradoxe du théâtre est là. On parle beaucoup de sincérité au théâtre. Hein. On dit il faut être sincère. Non, il faut pas être sincère. Il faut paraître sincère, ce qui est pas du tout la même chose. Mais comment peut-on dire il faut être sincère? C'est un code, mais on n'est pas sincère. Je ne suis pas Alan Turing. J'aurais cité un texte, qu'en l'occurrence j'ai écrit, d'accord, mais je suis pas sincère. Quand je crie sur mon partenaire ou quand je lui dis que je l'aime ou que je le déteste et tout, je ne l'aime pas, je ne le déteste pas. C'est du jeu. Donc on ment, mais on doit donner au public qui sait qu'on ment l'illusion de la vérité. C'est-à-dire qu'il faut que le public croie que nous sommes ce que nous représentons, mais le public accepte d'y croire. Nous acceptons de nous prêter à ce jeu et nous savons tous que nous jouons. Quand à la fin dans Killer Joe, on me tire dessus et que les gens font tout le monde sait que c'est un faux coup de feu. Et pourtant, parce qu'on y croit et qu'on accepte d'y croire et qu'on finit par y croire, tout le monde fait il est mort. Mais non, il est pas mort et ça ne surprend personne qu'on se relève. Mais au moment du coup de feu, si les gens font oh non, il est mort, on a gagné. Ouais. Mais justement, vous pouvez gagner parce que vous êtes un bon comédien. Et c'était ça ma prochaine question. Qu'est-ce qui, selon vous, fait qu'on est bon ou mauvais comédien? Oh. Je serais pas capable de dire pour les autres. Je pense que d'abord, ce qui fait un bon comédien, c'est quelqu'un qui est passionné par ce métier. Ensuite, c'est quelqu'un qui est travailleur, qui travaille. Ensuite, c'est quelqu'un qui a accepté d'explorer sa personnalité et de s'en servir et qui ne s'est pas soumis à une méthode parce qu'il n'y en a pas, mais qui a simplement accepté d'apprendre un métier comme un artisan accepte d'apprendre à faire de la tapisserie, de l'ébénisterie ou je ne sais quoi, mais qui le fait à sa façon. Ce qui fait un bon acteur, c'est que c'est quelqu'un qui, en ayant appris la technique et en étant généreux et sincère dans sa démarche, va montrer qui il est, dans son cœur, dans son âme, dans son passé, et ce qui fera que le rôle qu'il joue ne peut être joué que par lui, puisqu'il va le jouer avec son cœur. Et ce qui fait peut-être un moins bon comédien, c'est quelqu'un qui, par peur, ou par manque de travail, ou par manque de passion, ne va pas s'impliquer personnellement, ne va pas mettre son propre imaginaire au service de celui de l'auteur pour réussir ce mariage difficile et mystérieux que l'on cherche. J'avais une autre question. C'est quelque chose que je trouve très fascinant. En fait, je trouve que les comédiens ont une façon d'être, pour citer un peu Bourdieu, un habitus qui est très marqué. C'est une prestance, on peut le dire comme ça, une façon de parler, d'être, qui fait vraiment qu'on les remarque. Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qu'on travaille ou c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas?
il y a des très grands acteurs, des immenses comédiens qui sont gris dans la vie, qui sont tristes. J'ai vu des très grands comiques dans la vie faire mourir de rire des salles et au restaurant être le nez dans leur assiette en se demandant à quelle heure ils vont retrouver leur psychanalyste le lendemain. J'ai vu des gens être beaucoup plus brillants au restaurant que sur scène. Je crois que ça dépend. Peut-être que le fait d'être sur scène et d'avoir travaillé son corps et sa voix fait qu'on est plus habilité à s'exprimer, notamment en public. Mais encore une fois, c'est pas une vérité absolue. Je me méfierais plutôt du comédien dans la vie, très volubile comme ça, avec un grand manteau et de longues écharpes et qui va dire des choses définitives sur la vie et sur le métier. Encore une fois, on est des artisans, on joue parfois un roi, mais quand le spectacle est fini et que le public a quitté la salle, on sort, on disparaît dans la nuit, on s'engouffre dans le métro et on va retrouver son appartement qui souvent n'a rien d'un palais. C'est très beau ce que vous venez de dire. Ma prochaine question était de savoir si le fait de devenir sociétaire de la Comédie Française est encore aujourd'hui considéré comme le Graal ou c'est un mythe qui appartient à une autre époque. Je crois que ça dépend. Moi, si on me le proposait, en plus, j'adore Clément Hervieux-Léger, le nouvel administrateur, qui est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et dont j'admire le travail. S'il me le proposait, je crois que je dirais oui, et je serais très heureux, parce que pour moi, la Comédie Française est mythique. Mais il y a plein de comédiens qui, pour rien au monde, n'en voudraient entrer à la Comédie Française. Ils veulent faire une autre carrière différemment. J'observe quand même que pour le public, en France et à l'étranger, c'est mythique. Pour nous, comédiens du théâtre privé, c'est mythique, mais c'est pas une réponse que tout le monde ferait. Pour moi, c'est mythique. Okay. Qu'est-ce qui différencie le jeu d'acteur du jeu de comédien? L'acteur va mettre sa personnalité devant celle du personnage. Le comédien va mettre la personnalité du personnage devant la sienne. Mais il y aura quand même toujours un mariage qui devra se faire entre les deux. On ne peut pas déjouer un rôle. Mais voilà, il y a quand même cette petite nuance. Okay. À quoi ressemble une journée type pour vous? Une journée type? Oui. Je vais parler de ma journée d'aujourd'hui. Ce matin, j'étais à la région Île-de-France parce que je m'occupe de la maison Jean Cocteau et j'étais en conseil d'administration pour la maison Jean Cocteau. Cet après-midi, j'ai travaillé sur l'affiche de mon nouveau spectacle. Et là, je vais d'ailleurs regarder les maquettes. Et ce soir, je joue Turing et après, je vais dîner avec une amie. C'est une journée assez type. La semaine dernière, je jouais la machine de Turing à Beyrouth. Avant-hier, je jouais une pièce sur Raymond DeVos en Suisse. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai plein de travail. Une journée type aussi pour un comédien, c'est parfois de chercher un rôle, d'aller faire un stage, de regarder s'il va avoir ses heures pour survivre, d'aller au théâtre voir les copains, de se dire mon Dieu comment je vais survivre dans ce métier. Ça c'est souvent la journée type d'un comédien. Quand on se lève et qu'on sait qu'on va jouer le soir, c'est un luxe inouï, immense. On a beaucoup parlé du côté répétitif que ça peut avoir, mais c'est une chance inouïe que moi j'ai eue avec cette pièce. Et peut-être ça ne durera pas. Le quotidien du comédien, c'est souvent l'angoisse de trouver du travail. Et je crois que c'est vraiment important de le dire, ça. Justement, c'était une question que j'avais notée, mais comme je veux pas vous retarder pour le spectacle, qui était celle du statut d'intermittent du spectacle, Ouais. qui reste très profondément méconnu aujourd'hui, je pense. Ouais. Je pense qu'on se rend pas compte d'à quel point c'est assez anxiogène en fait de savoir si on va faire ses heures, si on va pouvoir les remplir. Donc Oui, c'est capital. Et puis, c'est un statut qui a été inventé par rapport à la spécificité de notre métier. Par exemple, quand on répète un rôle, souvent le metteur en scène demande qu'on le sache en arrivant en répétition. Mais les 3 semaines, 4, 5 que vous allez mettre à apprendre votre rôle, vous travaillez toute la journée pour rien. Et quand un rôle et une pièce est finie, parfois on la joue 3 semaines, 1 mois, 2 mois,
et puis il faut en trouver une autre. Et il y a ce temps de latence où on n'a rien. Et donc ce statut a été fait pour répondre à cette précarité de notre métier. Donc je sais bien qu'on dit que le régime est déficitaire, mais moi je suis très attaché à ce système. Je pense qu'il faut le défendre. Il faut le défendre en faisant attention à ce que les abus qu'il y a pu avoir ne le pénalisent pas. Donc oui, il faut l'encadrer, mais il faut aussi le défendre et le protéger, parce qu'il est vital pour nous. Qu'est-ce qui surprend toujours ceux qui découvrent votre métier quand vous êtes dans un dîner en ville? On a toujours la même question qu'on a dû me poser 6990 fois. C'est comment vous faites pour apprendre tout ce texte? Voilà, ça c'est la question. C'est la première question. Après, c'est comment tu fais pour pleurer? Mais là, je sais pas quoi, tu prends une gifle, comment? Bref, c'est souvent des questions basiques. Mais la grande question, la question numéro 1 du public, c'est mais comment vous faites pour apprendre tout ça? Alors, je me réjouis. Ce qui est d'ailleurs le dernier de nos problèmes. On en a parlé à l'instant. Ça prend du temps. Enfin, tout le monde peut apprendre un texte. Oui. Alors, je suis très contente parce que je ne vous ai posé qu'une question basique parmi toutes celles que vous venez de citer. Votre plus beau souvenir dans ce métier? Que c'est difficile. Je suis toujours très en difficulté sur le questionnaire de Proust quand il faut dire une chose, quelle est la chose. Je peux pas dire le plus beau souvenir. J'ai des souvenirs merveilleux à mes débuts de rêver d'aller au théâtre. J'ai des souvenirs merveilleux en cours quand je rêvais de faire ce métier. Qui étaient aussi des souvenirs de peur. J'ai un souvenir évidemment merveilleux. J'ai joué Cyrano de Bergerac. J'ai des souvenirs sur scène de bonheur absolu en jouant ce personnage. Évidemment, avec Turing, le succès qu'on a rencontré, les Molières, ces classes comme ça de lycéens qui viennent écouter cette pièce. J'en ai 1000, autant que j'ai des déceptions et des moments de tristesse. Mais je serais incapable, ça c'est mon caractère, de faire un podium comme ça. Il n'y a pas un moment qui est plus fort que d'autres, il y en a plus. Alors, c'est incroyable. Je pense que vous avez un talent de prédilection parce que la prochaine était de savoir l'inverse, à savoir les moments de jeu. Ouais. Mais on va l'adapter. C'est pas grave. Peut-être que c'était le confinement, j'imagine, là où, en fait, on a vu le public s'éloigner de ça. Alors, oui, bien sûr. C'était traumatisant parce que, on a dû s'arrêter de travailler. J'étais en pleine tournée de Turing. C'était un peu vertigineux et, violent. En même temps, ça a été un moment, pendant lequel j'ai eu beaucoup de temps, donc j'ai écrit La Maison du Loup. Moi, je me suis confiné dans une maison au bord de l'océan, dans les Landes, en Gironde d'ailleurs, mais dans la forêt des Landes. Et c'était quand même pas désagréable non plus. Mais le fait d'être un peu devenu auteur m'a donné un truc pour répondre au confinement. J'aurais été que comédien, à part dire des textes comme ça sur la terrasse pour ma copine, pour faire semblant qu'on jouait. Mais oui, ça a été un moment étrange, mais pas si désagréable que ça. La grande angoisse, c'est après, est-ce que les gens vont revenir? Et le truc très désagréable, ça a été le second confinement, quand certains étaient ouverts, mais nous, non. Alors là, j'ai pas compris. Comme si il y avait plus de Covid dans les théâtres qu'ailleurs. Est-ce qu'il y a des clichés qui circulent sur le métier de comédien? Sûrement, mais je saurais même pas dire lesquels. Qu'est-ce qu'on dit des comédiens qui sont peut-être vantards, paresseux? J'en sais rien, c'est pas à moi de le dire, ce serait à vous peut-être. Alors, très sincèrement, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. En général, quand je pose la question, j'ai déjà un cliché qui me vient à l'esprit. Là, j'en ai pas. Sincèrement, j'en ai pas. Bon, alors, ça va. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui a envie de faire ce métier? D'abord, interroge-toi sur les raisons pour lesquelles tu veux le faire. Si c'est pour être connu ou parce que t'as rien trouvé de mieux, fais autre chose. Si c'est parce que t'as viscéralement envie et besoin de faire ce métier, fais-le. Mais sache que relis mon interview et tu verras combien ça peut être merveilleux, mais combien ça peut être difficile. Il y a toujours des moments de traversée du désert, de doute, de précarité. C'est un métier instable. Par définition, on ne sait jamais si ça va marcher. Quand ça marche, on ne sait pas si ça va durer. Si ça ne marche pas, on ne sait pas si ça marchera jamais ou si un jour ça marchera. Donc il faut vraiment avoir une forme de foi. Et le deuxième conseil, ce serait travail.
ton corps, ta voix, apprends à chanter, apprends à danser, apprends à monter à cheval, apprends à faire de l'épée, n'importe quoi. Mais arme-toi au maximum. Et le dernier, mais là encore, je laisserai la parole à Jean Cocteau, ce serait de dire affirme ta personnalité. Et comme Jean Cocteau l'a beaucoup mieux dit que moi, il a écrit cette phrase que je pourrais graver. Il a écrit ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. Ça veut pas dire qu'il faut ne pas écouter les critiques, mais ça veut dire qu'il ne faut jamais devenir une espèce de singe ou de mec qui va. On est quand même là pour montrer notre âme. Donc, si tu as la passion et une personnalité, travaille et affirme-les. Est-ce qu'il y a une tradition ou un savoir-faire que vous avez envie de sauvegarder? Une tradition? Ou un savoir-faire? Bah moi j'ai appris auprès de mes professeurs, et si un jour je me sens assez capable, j'aimerais transmettre ce que j'ai appris de ce métier auprès des jeunes. Je trouve que c'est un métier, on l'a beaucoup dit, chacun va y mettre sa personnalité, mais il y a quand même une technique, et cette technique, cette expérience, oui, elle existe, elle se transmet d'acteur en acteur, de professeur en élève, de génération en génération. Et si un jour je suis amené à le faire, je le ferai avec plaisir parce que je trouve que c'est important. Chaque génération va trouver peut-être des codes de jeu, la façon de jouer évolue, mais l'essentiel reste la transmission au public de la pensée de l'auteur à travers un instrument qui est notre corps, notre voix, notre pensée. Et ça, quand même, depuis que des acteurs jouent dans des théâtres antiques ou que des conteurs racontent des histoires au coin du feu, il y a quand même des choses qui ne changeront jamais. En parlant de changement, qu'est-ce que ce métier a changé en vous comme personne? Ah, je saurais pas le dire. Depuis les 30 ans que vous le faites. Il m'a permis d'exaucer un rêve de gosse. Quand j'étais vraiment gamin, je rêvais de faire ce métier, et le fait de le faire me montre qu'il n'est pas simple, mais en même temps, j'ai réalisé mon rêve de le faire, donc ça c'est quand même pas mal. Si votre métier était une image, laquelle ce serait? Un miroir. Ok. C'est très beau. Je suis en train d'essayer de processer l'information. Ok. Comment voyez-vous l'avenir de ce métier dans 20 ans? Avec confiance. Tous ceux qui s'inquiètent de l'IA, de tout ça, je parierais que on va pas dans 20 ans aller regarder jouer des hologrammes ou des trucs en vidéo, je sais pas quoi. Plus la technologie se développera, plus les gens auront besoin de venir s'asseoir dans des salles pas forcément confortables, côte à côte, pour rire ou pleurer ensemble devant des acteurs en chair et en os qui leur racontent une histoire. Et la toute dernière question, quand vous repenserez à ce métier dans 20 ans, qu'aimeriez-vous qu'on retienne de vous? Alors déjà, dans 20 ans, j'espère que je serai toujours là, On espère. en train de jouer des histoires, d'écrire et de raconter des histoires et de les interpréter. Et moi, je voudrais qu'on dise de moi que j'ai été quelqu'un de passionné, qui a fait de son mieux, qui l'a fait avec constance, générosité, sérieux, sans se prendre au sérieux. Et voilà, que j'ai été un artiste. Peut-être que mes pièces resteront, peut-être pas. Mais j'espère qu'on dira de moi que j'ai su transmettre des émotions, mais je n'ai pas de volonté de laisser une trace ou d'être célèbre et tout ça. Ça me fait plaisir de penser que mes pièces sont éditées, que des gens les liront peut-être même après ma mort. Mais quand je parle par exemple des acteurs qui m'ont fasciné, que j'admirais, à des jeunes, quand je leur parle de Laurent Terzieff, de Robert Hirsch, de Michel Bouquet, et que des jeunes qui font du théâtre ne savent pas qui c'est, à la fois ça me surprend, et en même temps je me dis, sois humble. Bah sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter merde pour ce soir. Je prends, comme on dit. Merci d'avoir écouté Arts et Métiers. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner au podcast et laisser 5 étoiles. Et si vous souhaitez vous aussi raconter ou suggérer un métier, écrivez-moi sur
artsetmétiers.podcast@gmail.com. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau métier et pour une nouvelle personne.